Disculpen la demora en el comienzo de esta sesión. La manifestación que ha tenido lugar, o incluso debe estar teniendo lugar aún, ha impedido un fácil acceso al museo y hemos dado estos 5 minutos de cortesía. Les decía que con mucho placer les saludo y doy la bienvenida a esta tercera cita de la cátedra que nos reúne todos los jueves. Casi prefiero empezar con un recuerdo también de los consejos que me trasladan desde el servicio técnico, y es recordarles la necesidad de traer sus acreditaciones también la próxima semana. Recordarles que en la entrega del receptor de audio, si lo están utilizando, que hagan el favor de entregar por una parte ese receptor y por otra parte el cable. Y finalmente me recuerdan también que aquellos que no han pasado por el mostrador para acreditarse al inicio, que lo hagan a la salida para poder disponer del certificado si es que lo van a solicitar. Bien, el tema que nos reúne, la recuperación del patrimonio saqueado, tiene este tercer capítulo con el rótulo universalidad o universalismo, un término que nos remite desde luego a un ideal muy central de la Ilustración y que se traslada a la Revolución y que se traslada igualmente a este ideal de museo, el museo máximo, el museo de museos, el museo que todo lo representa, el museo celebrado por intelectuales de toda Europa en su momento. Wilhelm von Humboldt realmente estaba admirado de la oportunidad que podía tener el visitante verdaderamente de hacer un análisis comparado de la estatuaria de la antigüedad en su conjunto, tener todo el conocimiento acumulado en París. Otros, y recuerdo un poema de Friedrich Schiller, lo miraban con enorme escepticismo, ese ideal de universalidad. Schiller decía en ese poema titulado como Las antigüedades en París, que las musas tiburtinas, él las imaginaba colocadas en el Louvre, que se pondrían en huelga, que no bajarían del pedestal, se mantendrían en silencio, no compartirían la vida de las personas, ¿no? Esa era su reacción a esa violenta traslación o traslocación de las estatuas a París. Bueno, este fascinante tema es el tercero del ciclo de conferencias que nos está regalando generosamente Bénédicte Savoy, y vamos a escucharla. Muchas gracias por estar con nosotros. Chères auditrices et chers auditeurs, cher Dream Team of the Prado, chères étudiantes et chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est un plaisir renouvelé d'être avec vous cette semaine encore, avec vous, avec ce musée extraordinaire, son équipe extraordinaire, cette ville qui m'apprend beaucoup, qui m'apporte beaucoup et dans laquelle je me sens très bien. Juste pour vous raconter un peu ce qui se passe pour moi entre les cours, j'ai eu la grande chance, le grand privilège de pouvoir aller visiter cette semaine à la fois les ateliers de conservation ici au Prado et notamment d'entendre une conservatrice parler de la restauration de cette pièce en ivoire qui est en plusieurs dizaines de morceaux maintenant. Elle a appartenu au peintre Rubens et elle est en train d'être restaurée. Elle est comme un puzzle et j'ai été vraiment fascinée par l'inventivité, la créativité de la personne qui cherche à le remettre ensemble, et d'autant plus fascinée que dans les travaux qui m'ont occupée ces derniers temps, la question de l'ivoire, de sa provenance africaine, de ce qu'on peut en faire, de ce qu'on a pu en faire au XVIe, au XVIIe siècle, est très présente. Vous voyez ici le très célèbre masque dit de la reine Idia, datant du XVIe siècle, qui vient de Benin City, dans l'actuel Nigeria, et qui est conservé au British Museum depuis 1910, qui a été pillé à Benin City en 1897
et que le Nigeria réclame depuis 1977. Donc il y a les matières, en fait, même les matières créent des liens entre nos questions. Parfois, ce sont des liens verbaux, des liens philosophiques. Ici, c'est la matière qui crée un lien très fort, et ces pièces ont presque le même âge. Et puis, j'ai eu la chance aussi, et je vois Ariane ici dans la salle, avec les jeunes collègues qui étaient venus pour le colloque de lundi dernier, de pouvoir aller au musée Reina Sofia, aussi voir les ateliers de restauration. Et nous avons tous été très frappés par cette maquette du pavillon espagnol à Paris en 1937, lors de l'exposition universelle, qui est en quelque sorte la maison natale, ou la première maison du tableau de Guernica. Et voilà, pour moi, toutes ces expériences quotidiennes ici à Madrid, que ce soit ici dans cet extraordinaire Prado ou dans d'autres musées, sont des expériences européennes, car les liens entre nos pays sont tellement forts, tellement puissants, tellement importants, tellement visibles, que je suis particulièrement touchée pour ce qui me concerne de les revivre et de les revoir. Merci beaucoup. Pendant les 2 premières séances du cours, nous sommes beaucoup occupés de violence, de la manière de reprendre des pièces dans un musée qui résiste. Dans la première séance, c'était plutôt une séance sur la pragmatique des restitutions autour de 1814 et 1815. Puis, nous nous sommes interrogés sur la question du droit ou de l'absence de droit, en tension avec des idéaux ou des attentes d'ordre moral connectées à la question des restitutions, c'est-à-dire que nous avons donc eu une première séance pragmatique et une seconde séance, disons, plutôt juridique ou sur l'histoire du droit. Il s'agit de 2 séances remplies d'hommes, et je suis contente aujourd'hui, en arrivant à la question de l'universalisme, que j'ai intitulé pour nous l'universalisme pour qui ? Point d'interrogation. Je suis contente qu'aujourd'hui, nous allons entendre quelques voix de femmes, ou un peu plus de femmes que jusqu'à maintenant. Donc cette séance aujourd'hui, après la séance pragmatique et la séance juridique, serait plutôt d'ordre, disons, de la philosophie des musées, de l'idéal des musées, de la question finalement de à quoi sert un musée en 1815 et qu'en pensent ceux qui viennent démanteler, détruire, démembrer le Louvre à ce moment-là. Et pour commencer, comme j'ai pris l'habitude de le faire, je voudrais vous montrer un extrait de film, enfin 2 extraits en fait, qui sont de mauvaise qualité, et je vous demande pardon par avance. Ils sont non seulement de mauvaise qualité, mais ils sont en anglais. Il s'agit de 2 clips vidéo extraits d'une émission de la BBC, la télévision publique britannique, en 1981. En 1981, le débat sur les restitutions était omniprésent en Europe. On trouve des émissions sur toutes les télévisions publiques, allemandes, françaises, britanniques aussi. Et ici, vous allez entendre le directeur du British Museum de l'époque, David Wilson, qui est confronté à des demandes de restitution qui viennent du Nigeria. Et il explique pourquoi le British Museum ne peut absolument rien rendre. C'est en anglais donc, je résumerai son propos, c'est très court. Dans le cadre d'une émission qui a duré très longtemps sur la BBC, qui s'appelait The Chronicle. On est sur BBC 2, il n'y a pas beaucoup de chaînes publiques à l'époque, et il est 20h, c'est-à-dire que c'est une émission que beaucoup de monde a dû voir. Cette émission, qui dure 1 heure, se passe à Londres, en partie, et notamment au British Museum, avec comme question, c'est le titre de l'émission, « Whose art is it anyway ?» À qui appartient ce qui est là. Après une courte introduction, où on apprend combien d'œuvres africaines sont dans ce musée, le directeur est interrogé sur sa manière de voir, de concevoir son musée. Now has some 80 bronze plaques and a great number of heads and figures. Does it really need that much? Bigger is better as far as museums are concerned. Bigger is better in that the more you see, the more you handle, the more you have available for handling, the better your knowledge of that particular material is.
Première question, est-ce que vous avez besoin de tout ça ? Lui demande le journaliste, et la réponse est, plus on en a, mieux c'est. Plus on en a, mieux on peut comparer, mieux on peut évaluer, mieux on peut comprendre, mieux on peut augmenter notre savoir. Donc là, on a une réponse déjà qui va nous être utile tout au fil de cette séance, qui est celle de l'accumulation comme condition du savoir. Et puis quelques secondes plus tard, il est interrogé sur son envie ou non de restituer quelques-unes de ses pièces à la ville de Benin City, qui a été pillée par les Britanniques. The British Museum in itself is part of world culture. It is a major part of the world culture. If you start to destroy the British Museum by taking things away from it, it's as bad as if you blow up the Parthenon. Extraordinaire réponse. Donc quand on lui demande « Est-ce que vous voulez rendre quelque chose ?», il répond « Le British Museum est une partie significative de l'héritage mondial. Si vous commencez à détruire le musée en rendant des choses, c'est pire que si vous faites exploser le Parthénon. » Quand il parle du Parthénon à Londres, il parle d'un cas qu'il n'a pas encore sur son bureau à l'époque, en 1981, qui va arriver quelques mois plus tard, celui de la restitution des frises du Parthénon précisément. En tout cas, ici, on a l'idée que le musée lui-même est un monument que la moindre distraction, que la moindre restitution pourrait mettre en danger. C'est, si on veut, le motif de la boîte de Pandore qu'on entend souvent à l'heure actuelle, mais aussi l'idée qu'un musée est un organisme dont chaque membre compte, qui empêcherait donc des restitutions. Cette introduction, ces deux phrases, ces deux courts passages me paraissent intéressants parce qu'ils font écho à des discussions très puissantes de l'année 1815 et ils auraient pratiquement pu être prononcés de la même manière par Dominique Vivant-Denon, que vous voyez ici, le directeur du Louvre, qui, lorsqu'en 1815, son musée a été mis en danger par les demandes de restitution, a écrit un texte qu'il appelle ou qu'il considère comme l'agonie du Louvre et que je vais lire en français. Vous voyez en bleu, j'espère que vous pouvez le lire, la traduction automatique qui a été produite par l'intelligence artificielle. J'espère qu'elle est fidèle. Des circonstances inouïes avaient élevé un monument immense. Des circonstances non moins extraordinaires viennent de le renverser. Il avait fallu vaincre l'Europe pour former ce trophée. Il a fallu que l'Europe se rassemblât pour le détruire. Cette réunion, cette comparaison des efforts de l'esprit humain dans tous les siècles, cette chambre ardente où le talent était sans cesse jugé par le talent, cette lumière enfin qui jaillissait perpétuellement du frottement de tous les mérites, vient de s'éteindre et de s'éteindre sans retour. La destruction du musée est devenue un monument historique. Texte frappant parce que d'abord, il renverse d'une certaine manière la destruction pour transformer la destruction même en monument et ne pas perdre, pour ainsi dire, son pouvoir à lui, sa agency, puisque le musée, la destruction est devenue un monument, il va décrire ce monument et il garde le rôle majeur, il reste important dans le processus, il n'en est pas la victime. Et ce qui m'intéresse dans cette phrase en particulier, c'est l'idée... au-delà de la reconnaissance de la violence militaire qui a donné la naissance au musée, mais dans la deuxième partie de la citation, l'idée qu'un musée comme celui-là fonctionne comme une pile électrique, où le talent frotte par frottement le talent, c'est-à-dire que si on met beaucoup d'œuvres d'art ensemble avec le public, ce frottement va créer une lumière particulière. Quand Denon prononce ces phrases, on est à l'époque où Volta est en train d'inventer la pile électrique, hein, et on voit bien cette image de pratiquement, oui, de création énergétique. Le musée serait un lieu énergétique et l'énergie du musée viendrait de l'interaction entre des œuvres elles-mêmes et puis bien sûr les œuvres et le public. Et c'est ici que nous nous situons aujourd'hui, la question de l'énergie particulière, de la puissance fécondatrice du musée, vu du point de vue de ceux qui l'ont fait, et ce qu'en pense ce
qui s'apprête à le détruire. J'articule mon propos en 3 volets, comme à chaque fois finalement. Le premier s'intitule « Un universalisme de surplomb », le second « Centralisation, diffusion » et le troisième « Pour une approche relationnelle ». Et tous ceux qui parmi vous s'occupent peut-être dans l'un ou l'autre contexte de questions de restitution, par exemple postcoloniale, verront combien les liens sont évidents entre ce discours des années 1815 et aujourd'hui, 200 ans plus tard, les rhétoriques, les camps, les arguments qui sont utilisés. Alors, on va à Paris, on va au Louvre, qui est pratiquement méconnaissable dans ce panorama de Paris du début des années 1820. Il faut imaginer, peut-être que certains d'entre vous, ça y est, ont repéré la Seine, ici à droite, la grande galerie qu'on voit monter parallèlement à la Seine, et puis cette façade du Louvre qui existait. Mais à l'époque encore, et pendant assez longtemps finalement, la partie qui aujourd'hui est occupée par la célèbre pyramide était une partie qui comportait des hôtels particuliers. C'est-à-dire que le Louvre est enchâssé dans la ville de Paris, il est totalement au centre, et il se double comme établissement qui a accueilli depuis 15 ans, en 1800, ou depuis presque 20 ans, il se double à Paris d'un autre établissement très important au moment des restitutions de 1815, qui est la Bibliothèque nationale, à quelques pas de là. Parce que nous avons pris l'habitude de séparer la question des livres de la question des œuvres d'art et de la question des choses scientifiques, mais en réalité, ces questions étaient indissociables au moment où on parle. Alors, ces établissements, le Louvre, le Grand Louvre, le Beau Louvre, la Bibliothèque nationale, ont été des établissements d'abord royaux qui, quand ils vont être attaqués, démantelés, sollicités en 1815, ont une histoire assez récente, finalement, une histoire publique récente. Et je voudrais revenir un tout petit peu en arrière avec vous pour qu'on arrive à se souvenir de l'idéologie de l'universalisme, précisément, qui est leur ADN, si on veut. Vous voyez ici l'abbé Grégoire, le célèbre abbé Grégoire pour certains, qui est l'un de ceux qui a théorisé, après la Révolution française, le patrimoine en France par de très nombreux textes, des rapports sur la bibliographie, qui est un rapport sur l'idée de bibliothèque publique, un rapport sur les destructions du vandalisme, qui est finalement un rapport sur la manière de conserver des œuvres d'art, même si elles appartiennent à la royauté. Et cet homme, l'abbé Grégoire, très vite comprend qu'il faut organiser des bibliothèques et des musées. Il écrit, on est dans les années 1790, on est 20 ans avant le moment qui nous occupe vraiment. Il faut organiser des bibliothèques et des musées formés avec choix sont en quelque sorte les ateliers de l'esprit humain. Là encore, tout à l'heure, on était dans une logique de générateur, là on est dans une logique d'atelier. Il faut révolutionner les arts, rassembler tous les matériaux, tous les moyens et transmettre cet héritage aux générations futures. Ça, c'est l'idée de patrimoine à la française, c'est l'universalisme du musée et de la bibliothèque à la française qui, postule que la réunion est un facteur de création, de révolution. Si on met tout ça ensemble, ça va faire boum, et il le faut. Et deux, ce qu'on entend ici dans cette phrase, c'est l'idée qu'il faut tout réunir, tous les matériaux, tous les moyens, pour obtenir cette énergie particulière. Et l'objectif de tout cela, c'est de le transmettre. Donc on a vraiment une double direction à cette époque-là, une direction, disons, horizontale, on prend tout, et une direction verticale, on fait passer aux générations d'après. Cette croix-là, c'est l'idée de patrimoine public en France. On le fait le plus large possible et pour le plus longtemps possible. Et cette idée qui est née dans les années 1792, 13, 14, au lendemain, assez vite après la Révolution française, va être affinée, précisée au cours des années suivantes et aussi, on peut le dire, nationalisée. Vous voyez un autre texte du même auteur, ou en tout cas dans le même contexte, de la Convention de l'Assemblée nationale qui discute ces sujets à l'époque. Jamais,
disent-ils à propos des premières arrivées de tableaux, « Jamais un plus grand spectacle ne s'offrit aux nations. Tous ces objets précieux qu'on tenait loin du peuple, c'est-à-dire par exemple ceux du roi, ou qu'on ne lui montrait que pour le frapper d'étonnement et de respect, toutes ces richesses lui appartiennent. Désormais, elles serviront à l'instruction publique. » Donc là encore, ce qu'on a pris au clergé, ce qu'on a pris au roi, ce qu'on a pris au pays conquis, maintenant, ça vous appartient, c'est au peuple, première nouvelle. Et surtout, la dernière phrase m'intéresse particulièrement, qui ne voit pas que cette belle entreprise intéresse à la fois et tous les peuples et tous les âges. Et c'est là que le problème commence. Le problème commence au moment où la France considère très naturellement que tout réunir à Paris, tous les matériaux, tous les moyens, et les faire passer aux générations futures, ça intéresse tous les peuples. Et non seulement il le prétend, mais en plus il s'étonne qu'on puisse ne pas le comprendre. Qui ne voit pas que tout ça intéresse à la fois et tous les peuples et tous les âges ? C'est pour tout le monde et pour toujours. Et c'est de là que va naître ce dilemme de l'universalisme, car de toute évidence, quand on concentre les choses dans une centrale électrique, elles ne sont pas ailleurs. Et ça crée un déséquilibre d'accès, par exemple, aux collections. Je parlais tout à l'heure d'un nationalisme qui s'ajoute progressivement à cette idée. Ici, il est déjà un peu présent avec tous les peuples et tous les âges. Boissy d'Anglas, un avocat qui a lui aussi contribué à théoriser l'idée de musée dans ces années 1790, 15, 16, est beaucoup plus clair. Lui, il appelle, dans un texte public, il appelle à ce que Paris soit la capitale des arts, que Paris, dit-il, doit être l'école de l'univers, la métropole de la science humaine, et exercer sur le reste du monde cet empire irrésistible de l'instruction et du savoir. On y est. On est arrivé où on voulait arriver, c'est-à-dire à l'idée de musée qui va exercer un empire, qui va exercer un pouvoir, qui va exercer peut-être une domination sur tout le reste du monde, qui n'est pas une domination politique, militaire, qui est une domination, disons, culturelle, symbolique, scientifique, intellectuelle. Si vous réunissez tout chez vous et que vous le faites passer pendant plusieurs générations à vos enfants, eh bien vous allez exercer sur le reste du monde un empire irrésistible, plus fort que les armes, plus fort que tout, qui est celui de l'humanité finalement, puisque l'intellect, la beauté, c'est ce que produisent les humains. Alors, avec cette idéologie, le musée est créé. Au début, le musée Napoléon, qui s'appelle Musée central des arts, est vu d'un œil très critique. Et puis, progressivement, au bout de 5, 6, 7 ans, l'Europe mobile, l'élite mobile de l'Europe, et je dis l'élite, mais dans cette Europe-là, par exemple, les artisans circulent beaucoup. Ce n'est pas seulement les aristocrates, il faut être nuancé. Mais en tout cas, ceux qui peuvent venir à Paris commencent à y venir, et le musée est un tel succès qu'il commence, après les premiers mouvements de résistance contre le dépouillement des collections italiennes, etc., il commence à y avoir un assentiment du musée. Les gens, le public, y compris le public international, apprécient ce qu'il voit et la manière dont il est amené à le voir. Sur cette représentation, qui est une gravure colorée de Benjamin de Six. Benjamin de Six, qui était l'un des propagandistes de Dominique Vivant Denon, de l'Empire, de l'Empereur. Sur cette scène, on voit la salle de Diane, qui est une salle où se présentent uniquement des statues volées, pillées, prises, confisquées à Kassel, en Allemagne, et à Berlin et Potsdam, en Allemagne aussi, enfin dans l'Allemagne actuelle. Et au centre, vous voyez l'Adorant en bronze, qui est l'une des statues les plus connues, les plus précieuses que nous ayons aujourd'hui à Berlin. Ce qui m'intéresse particulièrement sur cette représentation, c'est la présence, vous le voyez au centre, d'un ou deux ou trois ou quatre personnages vêtus à l'oriental qui, dans le langage iconographique, nous signale que ce musée est ouvert à tout le monde. On peut venir de loin pour le voir, on peut en profiter, même si on n'est pas français. C'est vraiment un musée dont l'accès est
vendu comme étant universel, non seulement l'accès, mais aussi l'éthique de la libre jouissance. Ça, c'est une chose très importante. On voit ces personnes ici se déplacer librement, des hommes, un couple, une femme, un homme, converser librement. Et ça fait partie des choses que la France aime à mettre en avant lorsqu'elle parle de ses musées, lorsqu'elle parle de ses bibliothèques. Non seulement l'accès est facile et libre, mais en plus, on fait ce qu'on veut, au rythme où on veut. On n'est pas forcé par un guide, par quelqu'un qui a une narration, d'écouter une histoire. Cette éthique de la libre jouissance va jouer un rôle très important au moment des discussions de 1815 sur « alors qu'est-ce qu'on fait ? On ferme ou on ne ferme pas ce musée ?» Question d'accès, question de transmission aux générations et question de l'internationalité sont liées. Alors quand en 1814, souvenez-vous, en mai 1814 et puis une deuxième fois en juillet 1815, les troupes européennes entrent dans Paris, elles arrivent aussi, elles arrivent en soldats, elles arrivent en diplomates, elles arrivent en militaires, en officiers, mais elles arrivent aussi en touristes, en curieux, en personnes intéressées par ce qu'elles vont voir à Paris. Et c'est très intéressant de constater que pendant la première et la seconde occupation de Paris, Paris a été occupé pendant 3 ou 4 mois en 1814 et puis plusieurs années, jusqu'en 1818, en 1815, que ces étrangers présents à Paris vont profiter de Paris. Ils vont aller au théâtre, ils vont aller à l'opéra, etc. Et comme à cette époque, pour avoir vécu quelque chose, il faut l'avoir écrit, comme de nos jours, il faut s'être pris en photo pour prouver qu'on était quelque part. Nous avons une quantité considérable de textes sur cette année 1814-1815 dans un très grand nombre de langues. Mais il est vrai que j'ai échoué à trouver un texte espagnol. Alors, c'est un appel à vous tous. Je n'ai pas été capable de trouver un texte d'un visiteur espagnol qui serait allé au Louvre en 1814 ou 1815 et qui l'aurait publié. Et non seulement nous avons ces textes qui nous informent sur la manière dont ce public européen qui vient en vainqueur, qui occupe Paris, va interagir avec les institutions, mais nous avons des images. Je vous disais la dernière fois, rappelez-vous que les images à l'époque, les gravures, les caricatures étaient un peu comme le cinéma de l'époque et qu'on pouvait les consulter en pleine rue. Ici, vous voyez une gravure, je crois, je ne suis plus sûre de la matérialité, en tout cas de Georg Emanuel Opitz, un artiste né à Prague qui est venu en 1814 à Paris avec l'armée et qui a fait une grande série de portraits de ce qu'on appelait les Cosaques russes. Donc vous voyez 2 Russes ici au premier plan en train de regarder des caricatures sur les Russes, sur eux-mêmes, car ils arrivent avec une très mauvaise réputation, la réputation d'être des barbares. Mais la série de Opitz nous apprend qu'ils se lavent directement dans la Seine. Ce ne sont pas ces 2 représentations-là qui m'intéressent le plus. Celle qui m'intéresse vraiment est liée au Louvre et nous montre 2 de ces Cosaques qui donc finalement se révèlent être des gens tout à fait polis et civilisés. 2 de ces Cosaques en 1814 au Louvre menacé, donc menacé de restitution, en train de regarder, d'admirer, d'imiter peut-être même, en prenant la pose, là, les jambes et les bras, l'Apollon du Belvédère qui a été saisi en vertu du traité de Tolentino dans les collections du pape en 1796 et qui est arrivé à Paris en 1797-1798. Sur cette image, ces 2 hommes sont en retrait, ils sont séparés de l'œuvre d'art par une petite barrière, cette œuvre d'art étant l'une des icônes de la réception de l'Antiquité dans les années 1800, et ils ont l'un et l'autre les yeux figés vers cette statue qui semble déployer, qui semble envoyer de la lumière. Par ailleurs, 2 jeunes femmes regardent, on ne sait pas si elles regardent les beaux Russes, les beaux soldats russes ou le bel Apollon. En tout cas, là encore, on a une interaction entre la population, disons, parisienne et la population étrangère. Cette image-là nous donnant la preuve, mais aussi l'idée qu'entre gens de faible culture, disons, des soldats russes qui dorment, qui se lavent dans la Seine et qui bivouaquent sur les Champs-Élysées, et l'art, il n'y a pas de frontières. Donc le musée est un lieu, disons, pour tous, populaire, et tout le monde peut en profiter, même des enfants. Vous voyez peut-être
dans le coin à gauche, une petite fille en train de montrer du doigt cette statue qui s'apprête à quitter Paris pour retourner à Rome. En 1814 et au début de 1815, entre juillet et septembre 1815, ces visiteurs vont faire l'expérience maximale de ce que Javier appelait tout à l'heure le musée Maximo, le museo Maximo, c'est-à-dire le plus grand musée de l'univers, comme l'appelaient les autorités françaises elles-mêmes à l'époque. Mais, et c'est là qu'on arrive à la question de l'ambiguïté, du dilemme du patrimoine, mais ces visiteurs ne regardent pas les choses simplement. Ils ne sont pas en train d'arriver et simplement de jouir, de profiter de ce qu'ils voient. Ils ont cette arrière-pensée qui est liée à l'universalisme de surplomb, c'est-à-dire à l'idée française que tout cela est là pour dominer le reste du monde. Même si ce n'est pas écrit directement à côté des œuvres, le musée, finalement, c'est son message. C'est nous concentrons ici l'empire du savoir, comme on l'a lu tout à l'heure. Alors, j'ai fait passer ici une jeune femme dont je ne connais pas le visage, qui s'appelle Wilhelmine Ampérius, qui est née en 1791, c'est-à-dire qu'elle a 9 et 14, 25 ans, quand elle arrive à Paris en 1814 et 1815 avec son père qui est le professeur Ampérius, le directeur du musée de Brunswick. Beaucoup des agents qui sont venus à Paris pour récupérer les œuvres d'art ont pris leurs filles, leurs femmes. C'était vraiment une belle occasion d'aller à Paris. Et vous trouvez des familles entières venues accompagner ces commissaires. Cette Wilhelmine va écrire plusieurs lettres à ses sœurs restées à Brunswick. Et je vais vous épargner l'écriture allemande, la Fraktur. J'ai fabriqué une traduction en français, mais sans traduction, sans sous-titre espagnol pour celle-ci. Cette jeune femme va décrire à ses sœurs au pluriel, erreur là-haut, sa manière de vivre la visite au musée. Paris, le 19 août 1815, donc elle est venue la deuxième fois, après la deuxième capitulation de Paris. Les affaires de papa ont été lancées dès notre arrivée et marchent bien. Les affaires de papa, c'est la récupération des biens du duché de Brunswick. Parmi les curiosités de Paris, je n'ai jusqu'à présent vu que le musée. Rien que pour cela, ce voyage aurait valu largement la peine. Les chefs-d'œuvre artistiques de toutes les époques, les hautes figures divines de la Grèce et de Rome, se dressent ici devant nos yeux et remplissent l'âme d'impressions grandioses et solennelles. Des siècles depuis longtemps révolus semblaient revenus de leur lointain passé, et les êtres qui n'étaient plus pour nous que de simples légendes et des noms habitent ici, dans une maison splendide, en une jeunesse et une gloire éternelle, paisiblement, côte à côte. Ils regardent de leur hauteur les nouvelles générations humaines qui passent et disparaissent à leurs pieds. Belle image de ces dieux qui ne sont pas des objets, qui ne sont pas impassibles, qui sont comme des humains. Ils habitent cette maison, ils habitent le musée et ils sont eux-mêmes éternels et voient passer des générations donc, de visiteurs et de visiteuses à leurs pieds, puisque eux-mêmes sont dans la monumentalité de leur éternité et de leur juxtaposition, c'est-à-dire de leur accumulation dans ces lieux. Donc cette jeune femme, arrivant de Brunswick, son père travaille pendant la journée, elle va au musée et elle est hyper contente. Hyper contente. Même si on a vaincu la France, même si on s'apprête à récupérer, même si le père probablement a des interactions difficiles avec les autorités du musée, pour elle c'est un privilège, une joie d'aller au musée. Mais, quelques jours plus tard, elle réécrit à ses sœurs pour leur dire, le 27 septembre 1815, « Après le plaisir d'avoir encore pu admirer cette magnifique collection dans son intégralité, je ne connais guère de plaisir plus grand que de la voir maintenant disparaître. » Et là, on est vraiment dans le dilemme. Je suis très contente d'avoir vu ça, mais je suis vraiment contente que ça finisse. Il faut que ça finisse. La Vénus Médicis et plusieurs autres statues et bustes moins célèbres ont déjà été enlevés de la société des dieux. Cependant, ce qui frappe encore davantage, c'est la diminution des tableaux. Tous les Titiens, ainsi que quelques-uns des plus splendides Raphaël, ont été retirés. Parmi eux, la Madonna della Sedia, cette œuvre merveilleuse dont toutes les copies et gravures ne donnent qu'une idée imparfaite. Je suis heureuse d'avoir pu admirer tous ces chefs-d'œuvre aussi souvent que possible. Elle y allait tous les jours.
de tout ce que j'ai vu de beau ici, c'est le musée qui m'a procuré le plus de joie. Et elle ajoute, c'est sûr que si on oublie comment tout cela est arrivé ici, il est impossible de ne pas être rempli d'admiration. Et le dilemme ici est vraiment, en fait, lié à la violence de la création du lieu. Le lieu en soi plaît, l'idée d'avoir tout réuni en un lieu plaît à ceux qui en bénéficient, mais la raison et la manière dont s'est créé ce lieu leur pose problème, et pose en particulier problème, il faut le dire, à cette jeune génération, à ceux qui ont 20-25 ans en 1815. Ça, c'était le premier sous-chapitre, et vous verrez ensuite, tout ira plus vite, sur la question de l'accessibilité au public international et de cette idée de réunion à Paris des chefs-d'œuvre de l'art, donc c'est ce que j'appelle un universalisme de surplomb. L'autre avantage de cet universalisme ou de cette réunion, de cette accumulation, de cette centralisation, a été formulé tout à l'heure par Dominique Vivant-Denon, c'est le fait que la réunion de tous les chefs-d'œuvre permet de faire un progrès scientifique. On peut faire avancer notre connaissance, c'est ce que dit aussi David Wilson, parce que plus on a d'œuvres, plus on peut les comprendre ensemble, plus on peut créer des chronologies, plus on peut distinguer des écoles, mieux on peut savoir si une œuvre est authentique ou fausse. Vous voyez ici l'une des très célèbres planches dessinées par l'artiste Maria Cosway, qui en 1802, une artiste britannique et très liée à l'Italie, qui en 1802, avec un éditeur, a entrepris de documenter tous les murs du Louvre sans qu'on sache si c'est exactement fidèle. Je vous en montre quelques-unes, plutôt à titre illustratif, pour que vous et nous, ensemble, nous comprenions à quel point, pour cette époque-là, la présence sur un mur de, par exemple, presque toute l'œuvre de Raphaël et quelques pas plus loin, presque tous les Rembrandt qui existent à l'époque en Europe, et encore un peu plus loin, presque tous les Rubens, permet de, non seulement de faire avancer l'histoire de l'art, mais même de créer. C'est le moment de la naissance de l'histoire de l'art, disons, scientifique. C'est le moment où certains auteurs vont commencer à distinguer les premiers tableaux de Raphaël des derniers. C'est le moment où on pourra corriger des attributions erronées. Pourquoi ? Parce que voir les choses ensemble, la comparaison, que Javier évoquait aussi, je crois, tout à l'heure, la comparaison est l'outil de base de l'historien de l'art, du scientifique. Et non seulement la comparaison des œuvres entre elles, mais aussi, comme le disait Denon au début, la comparaison des artistes avec les œuvres qui crée une émulation et qui est censée amener une meilleure qualité artistique. Voici cette artiste jeune ici, mais quand elle a entrepris son projet, elle était beaucoup plus âgée et le projet a échoué au bout de 4 ou 5 planches, malheureusement, si bien qu'on n'a que celle que je vous montre ici. Donc, accès du public, progrès des sciences, progrès aussi de la diffusion du savoir, puisque le fait que les pièces soient au musée Napoléon, dans ce lieu unique, a permis à plusieurs entreprises éditoriales de produire des recueils de gravures qui ont été diffusés dans le monde entier. Vous voyez ici celui qui s'appelle Galerie du musée Napoléon d'abord, puis de France, édité par Filleul. On a différentes éditions et dans tous ces volumes nombreux qui ont été publiés même après 1815, vous avez des reproductions d'œuvres et des commentaires d'œuvres. Je vous montre ici une œuvre à l'époque attribuée à Murillo, reproduite, qui avait été prise dans le nord de l'Italie, qui a été restituée en 1815 et qui est reproduite ici comme un Murillos. Et je vous les montre pour à la fois que vous compreniez avec moi que le fait de publier ces choses-là va permettre un discours sur elles, une diffusion. Ces livres sont diffusés dans l'Europe entière, on les trouve dans toutes les bibliothèques érudites, dans toutes les bibliothèques universitaires, royales, etc. Et va permettre assez vite aussi de comprendre que, par exemple, d'après les experts, celui-ci n'est pas Murillo. Donc le musée, ou cet universalisme du musée scientifique, se fait aussi à distance d'une certaine manière. On n'est pas obligé de venir comme ceux qu'on a vus, mais le fait d'avoir cette réunion-là autorise des projets d'envergure. Troisième catégorie de personnes
que le musée adresse à cette époque-là. Ce sont les artistes eux-mêmes, je les évoquais à l'instant. Vous voyez ici un choix des couvertures des célèbres carnets de notes du peintre William Turner, qui sont conservés à la Tate, à Londres. Et Turner, en 1802, a consacré au moins un, et peut-être plusieurs, en tout cas un carnet à sa visite au Louvre. Vous le voyez ici, prendre des notes écrites sur le côté gauche de la page et esquisser rapidement sur le côté droit, en couleur, une copie pour sa propre mémoire d'un tableau du Guercino. Je me suis trompée dans les provenances. C'est celui-ci qui a été pris dans le nord de l'Italie et qui est retourné en 1805. Et l'autre, le précédent, est un près du Louvre dans un musée de province en France. Pardon. Donc là encore, on voit comment cette facilité d'entrer dans le musée, de ne pas être guidé, d'avoir cette éthique de la libre jouissance, va permettre aussi aux artistes de se faire l'œil et d'améliorer leur regard. On a plusieurs exemples frappants d'interaction, de fécondation entre des œuvres du Louvre venues d'autres pays que la France pendant les campagnes révolutionnaires et des artistes. Vous voyez ici sur la droite un jeune artiste nazaréen qui s'appelle Ferdinand Olivier, qui a visité Paris en 1800, qui a été en fait étudiant à Paris pendant l'Empire, et à qui sa bourse en fait consistait, son prince lui avait demandé de faire un portrait de Napoléon en échange de sa bourse. Donc il a reçu de l'argent, c'était fréquent à l'époque, pour faire un portrait de Napoléon. Mais comme Napoléon, bien sûr, n'est presque jamais à Paris et que de toute façon, il ne pourra pas obtenir de pose de Napoléon, il se met à chercher dans le Louvre comment faire un portrait de Napoléon. Et finalement, le tableau qui l'interpelle le plus, qui le frappe le plus, c'est cette bataille, Alexandre Schlacht, la bataille d'Alexandre, qui venait d'être confisquée à Nuremberg, qui est aujourd'hui de retour, qui a été rendu à Munich, et qui va lui inspirer un des tableaux les plus bizarres, l'un des portraits les plus bizarres de Napoléon qu'on connaisse, de la période impériale, une sorte de Napoléon allemand médiéval dans un paysage à la Altdorfer. Il faut savoir qu'à cette époque-là, pour un Allemand, voir un tableau comme celui-ci dans un lieu public, c'est pratiquement une exception. Ces tableaux-là ne correspondaient pas encore au goût de l'époque du côté allemand. Donc quand Ferdinand Olivier voit ce tableau et d'autres maîtres allemands anciens à Paris, pour lui, c'est la première fois. Et c'est le moment, d'ailleurs, où Paris va devenir une capitale du romantisme allemand. Donc là encore, on est tout à fait dans le projet français qui consiste à offrir un lieu où les artistes vont pouvoir se former et s'inspirer. Néanmoins, et là encore, se pose la question de l'accessibilité. Et je voudrais donner un autre exemple maintenant qui va un petit peu dans le même sens que le précédent, mais se porte sur la bibliothèque, parce que je pense qu'il est important de toujours aussi avoir à l'esprit les livres et les livres manuscrits. On a la trace des sentiments, des émotions contradictoires qu'a pu éprouver Jacob Grimm, l'un des deux auteurs un des deux frères Grimm, auteur des contes de Grimm, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. Jacob Grimm, qui, quand il avait 30 ans, en 1815, a été chargé par sa cour d'aller récupérer les manuscrits précieux qui avaient été pris, notamment à Cassel, par le roi Louis de Westphalie. Aujourd'hui, à la Staatsbibliothek de Berlin, à la Bibliothèque nationale de Berlin, on trouve un manuscrit du XVe siècle qui comporte en entrée, là-haut, une notice manuscrite précisément de Jacob Grimm qui écrit « Il s'agit ici d'un manuscrit qui avait été pris, geschleppt, c'est-à-dire geschleppt, on l'entend dans le mot geschleppt, c'est traîner comme ça. Donc il s'agit d'un manuscrit qui a été geschleppt par les Français à Paris, qui venait de Blankenheim et que j'ai rendu à la Prusse, à Paris, le 14 octobre 1815, Grimm. Donc je trouve que c'est un manuscrit très parlant, je retourne en arrière, et très précieux, d'autant qu'il comporte les deux tampons de propriété. On voit que c'est un manuscrit qui arrive de la région rhénane, de Blankenheim, une région
qui n'était pas prussienne avant l'épisode français, qui va à Paris, qui à Paris va être tamponné du tampon rouge en haut de la Bibliothèque nationale, et qui, quand il va revenir en Allemagne, va être rendu à la Prusse, et la Prusse va décider non pas de le rendre à Blankenheim, mais de le rendre à Berlin, qui est la capitale de la Prusse, qui va, elle aussi, apposer son tampon. Ce manuscrit est très parlant, à mon sens, non seulement pour son iconographie avec ses deux tampons, parce que la dernière page comporte une roue de la fortune, et c'est comme une allégorie pratiquement de toute notre translocation patrimoniale, avec la roue de la fortune au milieu, et puis les deux tampons de la Bibliothèque nationale à Paris et de la Bibliothèque prussienne de Berlin en bas. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les sentiments, donc, comme je vous le disais, que Jacob Grimm a éprouvés en allant reprendre à Paris ces manuscrits qui, avant de quitter leur pays, étaient dans des monastères. Donc ça part de Blankenheim, qui est dans un monastère, ça va à la Bibliothèque nationale à Paris, où des gens comme lui, des jeunes érudits, des jeunes personnes intéressées dans les contes, dans l'histoire médiévale, vont pouvoir les consulter, et ça retourne au moment où il le rend, il ne sait pas où. Il écrit à son frère. La bonne nouvelle entre les frères Grimm, c'est qu'ils s'écrivent tous les jours quand ils ne sont pas ensemble. Donc, quand ils sont ensemble, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, quand ils sont séparés, on est au courant de leurs sensations, de leurs émotions pratiquement quotidiennement. Il écrit à son frère le 21 octobre 1815, c'est-à-dire exactement au moment où il est en train de reprendre non seulement ce manuscrit, mais beaucoup d'autres. Il m'est désagréable, à titre personnel, de réclamer ses œuvres. Il y a en soi quelque chose de sale à venir prospecter et déranger un ordre établi, d'autant que je suis confrontée à des gens qui m'ont autrefois reçu avec politesse et amabilité. Donc, première partie de la citation, c'est très gênant de détruire cet ordre-là. Ce que la France a fait, ça a une légitimité, et en plus, mes collègues sont mes interlocuteurs. Les personnes à qui je dois reprendre ces pièces sont des collègues avec lesquels j'ai eu des relations collégiales avant. Mais ma mauvaise conscience s'apaise lorsque je pense que ma tâche relève de sphères supérieures à celle d'amitié professionnelle, et pourtant, j'aurais aimé ne pas être utilisée à ce travail. Alors, quelles sont ces sphères supérieures? Que veut-il dire, en fait? Je pense qu'à ce moment-là, Grimm et d'autres, en particulier dans le monde allemand, mais dans le monde italien aussi, sont en train de mener une réflexion sur laquelle on va aller très vite, sur le comment dire. La question qui se pose, c'est est-il bon ou pas de centraliser le patrimoine comme l'ont fait les Français? Donc d'un côté, oui, on vient reprendre, on détruit quelque chose, mais qu'allons-nous faire, nous, avec ce qu'on récupère? Est-ce qu'on va le centraliser? Est-ce qu'il faut l'envoyer à Berlin et créer des mini-Louvres dans les capitales, à Rome, à Berlin, à Bruxelles, par exemple, à Madrid? Ou est-ce qu'il faut faire autrement ou autre chose? Et ça, c'est, je pense, les sphères supérieures qui l'occupent, c'est-à-dire l'intérêt national, comment nous autres, en récupérant notre patrimoine, nous autres nations, allons gérer ce nouvel organisme. Comment allons-nous nous y prendre? La grande question qui les occupe tous à ce moment-là, et qu'on lit vraiment partout, dans la presse, dans les journaux, dans les recommandations, dans les rapports de cette époque, de 1814 et surtout de 1815, c'est la dichotomie entre centralisation et dispersion. Là, j'aurais pu apporter vraiment des dizaines de feuillets qui posent cette question, mais comme c'est toujours difficile de rester sur du texte, je me suis dit que j'allais privilégier un tableau qui a été, figurez-vous, interviewé en 1815. Il s'agit du jugement dernier de Memling, qui était conservé jusqu'à sa prise par Dominique Vivant-Denon en 1807 à Gdansk, à Danzig, qui faisait partie de la Prusse, qui est aujourd'hui dans l'actuelle Pologne. Et ce tableau avait été transféré à Paris, puis au moment de retourner à Gdansk, la Prusse, qui l'avait récupéré à Paris, a proposé de le garder à Berlin. Ce qui crée, et on le verra surtout la semaine prochaine, ce qui crée des tensions considérables entre les petites villes qui avaient une œuvre importante dans leur église et qui voient que Berlin va vouloir les garder. Et là, lorsque cette œuvre arrive à Berlin à l'automne 1815 et va être présentée publiquement avec toutes les autres œuvres reconquises
et on parlera de ces expositions de reconquête la prochaine fois dans l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, un journaliste va faire semblant de parler avec le tableau, de lui demander son avis. On est dans les Berlinische Nachrichten, donc un journal quotidien berlinois, où le tableau parle lui-même. C'est la fin d'un long feuilleton de plusieurs pages où il donne son avis sur ce qui lui est arrivé. Il dit « Je suis véritablement célèbre seulement depuis que les malheurs de la guerre ont fait affluer grande quantité de gens à Paris. Je mentirais en disant que ce voyage m'a été inutile. D'abord, il m'a donné l'occasion de me mesurer à d'autres tableaux et je m'en suis plutôt bien sortie. Ensuite, on a commencé à faire des recherches sur moi. Cela a été pour moi comme une résurrection. Et maintenant que je suis présentée aux yeux de tous, ici, dans ma patrie, il parle depuis Berlin, je m'étonne de voir combien le regard que les gens portent sur moi a changé. On me comprend, on m'aime, et même ceux qui ne voudraient ni ne pourraient peindre comme je suis peint sont enchantés de me voir et rendent hommage à ma bonne vieille droiture et à ma franchise. Moi, tableau de Danzig, exemple vivant d'une existence jusqu'ici hélas trop peu féconde, j'en appelle instamment à vous pour que vous exhortiez votre roi à exposer ses trophées de guerre dans un musée allemand et prussien afin qu'il contribue, en temps de paix, à raviver les arts. » Ici, donc, on a un tableau qui parle, ou un journaliste qui parle à travers un tableau pour réclamer qu'un grand musée prussien, un grand musée public, soit créé à Berlin, afin que des tableaux comme lui, qui, dit-il, a eu une vie inutile jusque-là, une existence peu féconde. En fait, il dit, quand j'étais à Danzig, dans mon église, à Gdansk, je servais à rien, personne ne venait me voir, on ne m'a pas comparé, on ne m'a pas mise en perspective avec les autres tableaux de la même période. Et je pense que pour des tableaux comme moi, le mieux serait d'être dans un musée public. Et cette vision-là est forte, on la trouve à Rome, on la trouve autour du pape, on en reparlera aussi la semaine prochaine, et elle s'oppose considérablement à l'autre vision, qui est celle représentée dans le monde allemand par Goethe, que vous voyez ici sous forme de buste, dans une constellation, car pour lui et pour d'autres, en fait, l'art, les œuvres d'art, les tableaux, les sculptures doivent être le plus dispersés possible sur le territoire national, comme, citation, dans un ciel étoilé. L'argument de ceux-ci, ceux qui sont favorables à la dispersion, c'est de dire que la présence d'un tableau dans une église, c'est bien plus démocratique qu'un amas dans une capitale, car tout le monde va à l'église le dimanche et tout le monde pourra profiter d'un tableau au moins, et qu'un tableau suffit à changer la vie. Ces deux positions-là sont les positions qui structurent le débat en Europe à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle locale. Et en tout cas, c'est très net dans le cas italien, au moment où va être créée la Pinacothèque Vaticane en 1816, et c'est très net dans le cas allemand. Je finis maintenant avec une autre question. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la question de l'universalisme de surplomb, c'est-à-dire de tout réunir chez soi pour en faire profiter les autres, c'est une question qui aujourd'hui encore est tout à fait d'actualité. Quand on dit toutes les collections africaines sont réunies au musée du Quai Branly à Paris et sont accessibles à tous, venez. Bien sûr, en effet, c'est bien et c'est possible, mais ça prive les autres de l'accès à ce savoir. D'une part. D'autre part, la question de la diffusion ou de la centralisation fait aussi partie des questions que nous nous posons beaucoup quand nous parlons de restitution. Faut-il rendre à un village ou faut-il rendre à la capitale? Faut-il rendre à Yaoundé au Cameroun ou faut-il rendre au petit village de Bangoulap ce qui lui a été pris? Donc c'est des questions qui vraiment accompagnent toujours les questions de restitution. Et le troisième bloc de questions absolument central, aujourd'hui comme à l'époque, c'est celui de ce qu'on appelle les épistémologies, c'est-à-dire les ordres de savoir. Quel savoir on associe avec les œuvres d'art et que font les musées? Quel type de savoir nous oblige-t-il à avoir sur les œuvres et quels autres savoirs seraient possibles dans le même contexte? Alors je voudrais évoquer, pour finir, et je regarde juste, voilà, évoquer un événement
un micro-événement qui s'est produit au Louvre, comme sans doute beaucoup d'autres événements dans les années napoléoniennes, qui concerne une femme, disait-on, dont l'histoire a été racontée dans la presse, une jeune Provençale qui se trouve devant l'Apollon du Belvédère au musée Napoléon, histoire racontée par Madame témoin oculaire. Cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme simple et belle, qui tous les jours vient au musée Napoléon et est tétanisée, électrisée par l'Apollon. Non pas par l'Apollon comme œuvre d'art, mais par l'Apollon comme Dieu. Je vous lis le début de cette histoire qui court sur plusieurs pages, mais on lit seulement le début. « Je l'ai vue, c'était une grande femme, svelte, parée de tous les agréments de la première jeunesse. Entraînée malgré moi par ses charmes, mes yeux suivirent tous ses mouvements. Parvenue devant l'Apollon, elle frémit et s'arrêta comme frappée du tonnerre. Peu à peu, un feu brillant étincelle de ses yeux, qui d'abord avaient été clairs et fixes. Tout son être fut animé comme électriquement. On voyait se passer en elle la plus singulière métamorphose. » Le texte est extraordinaire. On voit cette femme qui a quelque chose comme une crise d'épilepsie ou quelque chose de très violent. Elle gigote, elle est électrifiée. Et on apprend qu'elle vient et qu'elle revient tous les jours devant l'Apollon du Belvédère jusqu'à ce que les gardiens décident qu'elle est folle. Et la fin de l'histoire, c'est qu'elle est envoyée dans un asile de fous et elle meurt. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est l'autre manière de profiter de l'œuvre d'art ou d'être affecté, disons, par l'œuvre d'art au musée, ici, dans ce cas, dans cette histoire qui est peut-être d'ailleurs inventée par l'auteur, mais peu importe, qui est celle d'un musée qui n'a pas neutralisé l'œuvre d'art, qui n'en a pas fait une pièce en marbre de telle provenance, datant de telle époque, de telle taille et de tel poids, mais qui propose l'espace, donne l'espace à une femme simple pour avoir une dévotion, pour avoir une émotion, pour avoir presque un accident cérébral émotionnel très fort de sentiment face à cette œuvre. Et cette question-là, en 1815, elle est moins éloignée de ceux qui prennent la parole sur nos questions que nous ne le sommes aujourd'hui, puisque nous, après 200 ou 300 ans de musée, on s'est vraiment habitué à ce que les musées nous offrent des œuvres neutralisées. En revanche, à cette époque-là, c'était un phénomène nouveau et beaucoup discuté, et notamment par Antoine Chrysostome, Quatremaire de Quincy, que vous voyez ici, que j'avais déjà cité dans la première séance, qui est un fervent partisan de l'idée que les œuvres vivent et que les musées les tuent. Il a écrit un texte qui s'intitule « Considération morale sur la destination des ouvrages de l'art », publié en 1815, écrit un peu avant, et qui fait un écho, je trouve, très intéressant avec les discussions que nous avons aujourd'hui. Pour moi, c'est un texte très africain. Alors, on ne va pas lire tout ce texte, mais simplement peut-être, j'ai relevé 4 passages, en fait 6 passages, mais peut-être que j'en sauterai un ou deux pour ne pas abuser de votre temps, qui nous montrent comment des voix, y compris françaises, peuvent être opposées à l'idée de musée dans ces années-là, et surtout, pas seulement qu'elles sont opposées, mais pourquoi, et pour quelles raisons philosophiques, au-delà des raisons militaires, etc., qu'on a déjà évoquées la dernière fois. Ici, je vais le lire et j'ai inséré en dernière minute une traduction automatique. Ici, Quatremaire de Quincy reproche aux collections la manie. Il écrit « La manie des collections et l'abus des ouvrages qu'on destinerait à les grossir ont pour inconvénient principal d'enlever aux arts ce qui est leur légitime patrimoine, de les déshériter en quelque sorte, en les bannissant de tous les emplois politiques, religieux et moraux. » C'est dit de manière compliquée. Le propos ici, le cœur du propos, c'est de considérer que la collection, le fait d'amasser des pièces, les prive de leurs emplois. C'est-à-dire que les œuvres n'ont plus de fonction. Pour le dire beaucoup plus simplement, elles sont privées d'emploi parce que dans leur contexte naturel, elles ont des emplois, elles ont des vocations politiques, s'il s'agit d'une couronne royale par exemple, religieuse pour un tableau d'église, ou moraux, une œuvre de genre par exemple, qui montre les qualités d'une bonne famille.
Je trouve l'idée intéressante de dire que les œuvres sont déshéritées quand elles entrent au musée. Elles sont comme si elles étaient déchargées. Elles perdent leur charge, elles perdent leur héritage, elles perdent ce qui est elles-mêmes, elles se décomposent. Elles ne sont plus des œuvres, selon Quatremer de Quincy ici. Deuxième court extrait. Au moral ainsi qu'au physique, le goût s'émousse par l'habitude de sensations trop vives ou trop fortes. Celui qui ne verra qu'une élite de chefs-d'œuvre perdra bientôt le sentiment de leur valeur. C'est un autre argument contre les accumulations massives dans les musées, l'idée que si on ne voit que des belles choses, que le top du top du top des tableaux européens, finalement, notre sensibilité va s'amenuiser, va s'estomper, va s'émousser et qu'on ne pourra plus avoir d'émotion. Après avoir vu trop de choses belles, on ne pourra plus savoir ce qui est vraiment beau et ce qui l'est moins. Et lui plaide beaucoup... il insiste sur le fait que dans la nature, il y a des choses réussies, il y a des choses moins réussies, et que c'est très artificiel de prendre que le top et de mettre que le top dans un musée. Troisième passage, qui est contre les universitaires, contre les scientifiques, mais de tous les inconvénients attachés à l'abus des collections, le plus grand est celui de faire naître et de propager, à l'exclusion de tout autre, l'esprit de critique, esprit stérile et froid, qui portait trop loin dans le règne des arts et devient le principe destructeur du goût et du sentiment. L'esprit critique dont il parle, c'est justement le fait de savoir qu'une œuvre appartient à la première période de l'artiste, qu'elle a été peinte à tel endroit, qu'elle est faite avec tel matériel, qu'elle a telle taille, etc. Toute cette expertise, cet esprit critique est pour lui ce qui tue l'œuvre, qui ne tue pas l'œuvre, mais qui tue le public, qui tue le goût et le sentiment, c'est-à-dire la capacité à apprécier avec des émotions comme notre Provençal. L'esprit de critique dominant dans les arts n'est autre chose que le pouvoir exclusif de la raison sur des objets essentiellement tributaires du sentiment. Là encore, et je crois qu'on l'avait évoqué dans les séances précédentes, il nous rappelle que les œuvres d'art dans les musées sont des pièces qui sont nées de l'émotion, qui viennent des sentiments, qu'un tableau, un livre, un texte sont des choses qui ne sont pas sorties de la raison, qui arrivent d'ailleurs, et que le fait de ne les aborder, de ne les appréhender que par la raison, c'est-à-dire dans les classifications que le XIXe siècle est en train de mettre en place, c'est les violer d'une certaine manière, c'est ne pas reconnaître leur vraie nature. Et ce sont, je crois, c'est la dernière. Ici, quelques pages plus loin, il insiste pour dire que les choses belles... Il explique très bien, et c'est un passage que j'aime beaucoup, il explique très bien que les belles choses sont celles qui sont justes. C'est-à-dire qu'il y a une conformité entre la forme et la fonction. Et que ce qui est le plus beau, c'est ce qui marche en général aussi le mieux. Les beaux ouvrages de l'art, ceux qui furent produits par le sentiment profond de leur accord avec leur destination, c'est-à-dire ceux qui font un avec leur objet, avec leur but, sont ceux qui perdent le plus à être condamnés au rôle inactif qui les attend dans les cabinets. C'est-à-dire plus une œuvre est belle, plus elle a eu une fonction qui était bonne et qui la rendait belle, plus cette œuvre va perdre si on la met simplement dans un musée, si on la neutralise. Et pour finir, déplacer tous les monuments, en recueillir ainsi les fragments décomposés, en classer méthodiquement les débris et faire d'une telle réunion un cours pratique de chronologie moderne, c'est pour une nation existante se constituer en état de nation morte. C'est de son vivant assister à ses funérailles, c'est tuer l'art pour en faire l'histoire. Ce n'est point en faire l'histoire, mais l'épitaphe. Alors là, vraiment, il sort un bazooka, un coup de Kalachnikov contre les musées, et il pense au musée Napoléon, bien sûr, à ce moment-là. Une nation qui réduit l'art à un objet de savoir, finalement, se tue elle-même, perd sa propre vie, sa propre énergie vitale, disons. Alors j'ai vu Miguel dire non de la tête, à juste titre. Hein. Moi, j'apporte simplement ces positions-là. Elles ont été beaucoup discutées. Et je pense que c'est intéressant de savoir qu'elles ont été beaucoup discutées, sans dire que les uns ont raison ou les autres ont tort. Ce qui m'intéresse
particulièrement, c'est le fait qu'elles sont toujours discutées et presque discutées de la même manière. Et pour vous le prouver, pour vous le montrer, j'aimerais, et pour finir, vous montrer un très court extrait d'une conférence que nous avons eue il y a 2 ans maintenant à l'Université technique de Berlin, où nous évoquions la question de l'agentivité. Le terme français n'existe pas, mais en allemand, en anglais, ce serait la agency des objets qui viennent d'Afrique. Et un jeune collègue que j'apprécie particulièrement, Foga MC Cornelius Refem, après que nous ayons discuté pendant des heures et des heures sur la terminologie, sur le fait de est-ce qu'on peut appeler telle chose un objet, est-ce qu'il vaut mieux parler de sujet, est-ce qu'il vaut mieux parler d'une entité, a pris la parole pour nous donner son avis sur cette question. Et je trouve que cet avis-là marche très bien avec Quatre Mères de Quincy et j'aurais bien aimé les entendre débattre ensemble. Le texte est en anglais. Talking to you about agencies and why they're agencies, because they have a soul and a spirit. This is a coffee mug. And I think this also answers the question of what is going on in Cameroon with regards to restitution. This is a coffee mug. This is a pen. Now, if I put both things into relation, the cup has started gaining some kind of agency. It's producing a sound. Now, if I hit this rhythmically and I sing, "Oh, Jamansa came gately, oh." This is one of the songs that people sing and saw to remember colonization. In fact, within it, it's engendered a demand for restitution. Now, the argument about the agency of the cup or about the agency of the subjects is not just that agency is inherent within them. The agency is relational. I hit it with the pen. My voice accompanies it, a certain rhythm, sound, meaning, names. Agency is relational. We cannot argue, therefore, that these objects have agency within European museums if they are not put back in the relations that engender that agency. Vous voyez, c'est exactement comme Quatre Mères de Quincy, mais prononcé avec les mots du début du XXIe siècle, l'idée qu'une œuvre d'art est une chose relationnelle et que par conséquent, si on veut qu'elle reste elle-même, il faut qu'elle sorte du musée. Et je le redis, je pense qu'il y a des épistémologies tout à fait différentes et complémentaires, mais que l'une n'est pas plus importante que l'autre et qu'il est important, dans certains types de musées, peut-être moins dans un musée comme ici, comme le Prado, ou dans un musée de maîtres anciens, mais peut-être dans d'autres types de musées, qu'il est important de pouvoir en parler, de pouvoir reconnaître que certaines aspirations ou certaines attentes face à l'œuvre ne peuvent pas être assumées par les musées, tandis que d'autres, évidemment, et en particulier la conservation et la mise à disposition du public, de génération en génération, peuvent l'être. Je vous remercie et on se retrouve la prochaine fois autour de l'idée de reconnexion.